Diptyque est le magazine de référence de l'art contemporain africain. Il est produit, publié et imprimé à Casablanca au Maroc. Avec ce podcast, nous souhaitons vous donner accès aux personnalités qui animent la scène artistique africaine et marocaine, des artistes aux galeristes en passant par les curateurs et commissaires d'exposition. Ce podcast vous est offert avec le soutien du groupe Maroc Télécom, partenaire de l'art et de la création. Alors moi j'ai connu Amadou Diaw à Casablanca il y a 1 an ou 2 alors qu'il préparait une édition intermédiaire du Forum de Saint-Louis qui se tenait à Essaouira. Et récemment, et c'est d'ailleurs le dernier voyage que j'ai eu la chance de faire avant que la crise Covid ne nous cloue tous chez nous, j'ai eu la chance d'être l'invitée d'Amadou aux côtés d'autres personnalités de l'art et de la culture africaine, des photographes, des musiciens, des actrices, des slameurs. Nous étions tous invités à Saint-Louis. Et nous avons séjourné un week-end magnifique dans sa maison d'hôte, au milieu de sa collection d'art. C'était vraiment un moment tout à fait inoubliable. Et Amadou, donc, c'est un fervent défenseur du potentiel culturel de sa ville Saint-Louis, dont il va nous parler. Il a été aussi le premier entrepreneur à investir dans l'enseignement supérieur privé en Afrique de l'Ouest. Je vous invite, pour prolonger ce podcast, je vous invite à lire le très bel entretien qu'Amadou nous a accordé dans l'édition de février de Diptyque, dans lequel ce collectionneur d'un genre particulier revient sur sa passion, sa collection et son engagement pour la photo sénégalaise. Aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est m'entretenir avec Amadou Diaw sur une phrase qu'il a prononcée lors de cet entretien et qui est la suivante: ce que l'Afrique peut apporter au monde. Alors pour démarrer cet entretien, Amadou, est-ce que... j'ai envie de dire sans nostalgie, hein, tout le monde est plus ou moins dans la même configuration. Toi et moi, en ce moment, nous devrions tous les deux se préparer à aller à la Biennale de Dakar, qui aurait dû s'ouvrir à la fin de cette semaine. Qu'est-ce que t'évoque cette annulation? Dans quelle situation tu te trouves? Et qu'est-ce que tu avais prévu toi-même de présenter pendant cet événement de Dakar? Alors, justement, je vais faire le lien entre cette phrase et ce qui s'est passé. La Biennale de Dakar est un de ces événements où l'on peut véritablement exposer au monde une facette du continent africain, à chaque fois, ou quelques facettes du continent africain. Donc c'est en ce sens qu'on est désolé, on avait encore à nouveau une belle occasion de présenter l'Afrique, plusieurs visages du continent africain. D'ailleurs, j'utilise souvent le mot moi-même, je parle beaucoup des Afriques d'ailleurs, et c'était l'occasion pour nous de présenter quelques facettes de notre continent. Bon, cette biennale n'a pas pu se tenir. Les regrets sont là, les regrets sont là. C'était le bonheur de retrouver des amis, de retrouver des créateurs, de découvrir des créateurs et de partager tout ça et de le présenter au reste du monde, d'échanger avec le reste du monde. Le président Senghor, notre défunt président de la République, utilisait le concept de rendez-vous du donner et du recevoir. La Biennale de Dakar est un de ces grands rendez-vous du donner et du recevoir. Voilà, c'est un rendez-vous qui n'est pas manqué, il est juste reporté, disons. Il est reporté, absolument. Voilà. Alors justement, donc est-ce que tu pourrais introduire nos auditeurs à tes activités tu dis donner-recevoir, donc on est dans la notion de partage. Pourrais-tu nous introduire à ta philosophie du partage en nous expliquant d'abord ce que représente la ville de Saint-Louis et évidemment tout ce que tu y fais toi-même. Donc est-ce que tu pourrais nous parler de ce que représente cette ville Là aussi, par rapport... la ville de Saint-Louis est le symbole même du partage. Il s'agit d'une île qui est sur un fleuve et qui est au niveau de la partie où le fleuve se déverse dans l'océan Atlantique. Donc une île. Alors cette île a son histoire. C'est une île qui a accueilli des Portugais, qui a accueilli des Français, des Anglais. Les Français sont revenus. Nous avons reçu à la fin du 19e une grande colonie marocaine, des Fassi, puis des Libanais se sont installés, ce qui fait que cette île est naturellement métisse. Au-delà du métissage biologique que l'on voit encore, c'est un métissage des modes de vie. Et je résume cela en disant, au-delà du fait que Saint-Louis soit aussi un de ces lieux
de rendez-vous, un de ces lieux, un de ces rendez-vous, un de ces espaces de partage. Saint-Louis est le symbole même du vivre ensemble. Et cela nous ramène peut-être trop rapidement à la situation que nous vivons tous aujourd'hui, le vivre ensemble. Le vivre ensemble à un moment où le monde est complexe. Le monde était devenu vraiment complexe. Et jusqu'à ce qu'on arrive à cette crise, pour ne pas dire cette catastrophe, qui est le Covid-19, nous étions entraînés dans une sorte de machine, un tourbillon, et où des choses différentes se passaient sur les divers continents. Le populisme dans certains pays, des formes de nationalisme, des replis identitaires, des replis religieux. Et pendant ces 4 dernières années, autour juste de cette île de Saint-Louis, nous avons essayé de développer ce concept du vivre ensemble dans le cadre de ce qui s'est appelé le Forum de Saint-Louis. Et voilà, Saint-Louis pour moi, c'est le symbole du vivre ensemble. C'est une île qui n'appartient à personne. Aujourd'hui, les Européens qui y vivent sont chez eux parce que c'est un pan de l'histoire. Ça a été la porte d'entrée de la colonisation française en Afrique noire. Les Maliens qui sont là, ils sont. Les chrétiens qui sont là vous montreront les premières églises construites en Afrique subsaharienne. Les premières écoles étaient à Saint-Louis. Les belles mosquées, une ville de tradition religieuse très forte. La Tidjania est très très présente. Voilà, donc c'est comment a-t-on pu réussir cette cohabitation de religion, de culture, de civilisation sur une petite île qui mesure 2,5 km en plus de long seulement, sur moins d'1 kilomètre de large. Donc voilà, et pour moi c'est un labo pour le monde. Alors, c'est une très belle formulation, c'est un laboratoire pour le monde. Et justement, j'ai eu la chance avec toi de parcourir la ville en voiture et à pied beaucoup pour me rendre compte qu'il y a une quantité de lieux, de bâtiments magnifiques que tu restaures dans le cadre de tes activités. Du coup, j'aimerais que tu nous racontes comment et pourquoi tu as créé cet archipel MUFO. Et si tu veux bien, je t'invite à assister sur la dimension pédagogique. Dans laquelle, avec cette idée que tu travailles à l'invention d'un modèle de musée. Donc en fait, tu m'as beaucoup expliqué que finalement, pour toi, l'important, c'est de réunir un projet avec un lieu qui est menacé d'effondrement. Et donc, tu vas très très vite, il y a un rythme aussi très particulier que tu impulses à tes projets. Donc, j'aimerais que que tu nous racontes l'aventure de l'archipel des Muffins. Oui, tout est pédagogie dans ma démarche. Tout est pédagogie, tout est partage dans ma démarche. D'abord, ma vocation, donc j'ai consacré quand même 30 ans de ma vie à l'éducation. Ça a été mon métier, ça a été le sens même de ma vie, l'éducation, mais animé par une conviction qu'on ne pouvait pas bâtir un système éducatif sur le continent africain sans y introduire, sans avoir comme parmi les fondamentaux la connaissance de nos cultures, de nos civilisations. Ça, c'est très, très important. Et c'est un des grands soucis qui m'habite aujourd'hui, le fait que notre histoire, que notre culture, que l'organisation de nos sociétés ne soit pas suffisamment présente dans nos programmes, dans les programmes éducatifs en général. Donc, je suis parti quand même un peu de ça. À côté de ça, une passion, j'ai toujours aimé tout ce qui était art, tout ce qui était culture, je me suis toujours intéressé à cela. Et puis sur les dernières années, peut-être un peu par paresse, il est plus facile de déplacer une photographie qu'une toile de 2 mètres sur 2 ou de 1,50 m sur 1,50 m. Donc j'ai orienté mes activités vers la photographie. Il se trouve que Saint-Louis est le berceau de la photographie en Afrique noire. C'était un port, c'est là que les premiers marins sont arrivés, les navigateurs sont arrivés, et les premiers appareils photo aussi sont arrivés par là. On en a retrouvé quelques-uns. Donc, Saint-Louis, ville de culture, la photographie saint-louisienne, à partir de là, je me suis dit, mais au moment où l'on parle beaucoup de la photographie moderne, de la jeune photographie sénégalaise, j'ai pensé créer un pont entre la photographie ancienne,
et puis la photographie moderne qui aujourd'hui a un succès quand même dans certains grands musées. Omar Victor Diop, Alunbi sont des photographes sénégalais dont on commence à parler quand même maintenant. Ah, beaucoup. Oui, beaucoup. Et donc ce pont-là, j'ai voulu le créer et puis j'ai été interpellé par mon environnement. On est sur une île, je l'ai dit, de 2,5 km, mais il n'y avait que des ruines, des maisons coloniales toutes belles, mais qui étaient en train de s'écrouler. Donc je me suis engagé à restaurer des maisons. Les restaurer pour en faire quoi? Il fallait donner du sens, les faire vivre de ma passion, l'art, la culture. Et donc, prendre ces maisons, les restaurer aux normes UNESCO, en faire des espaces de culture, en faire des musées et créer un lien entre ces différentes maisons-là. Et c'est ce qui a donné l'archipel. Alors moi, ce qui m'a beaucoup intéressé justement, c'est la philosophie très décloisonnée que tu imprimes à ces Oui, projets, oui, et notamment l'idée que voilà, on peut avoir à côté d'un musée de la photo aux normes avec évidemment des tirages numérotés. J'ai vu des très belles œuvres de Alunbé, de oui, Johanna Choumali, oui, Victor Diop. Il y a toute la jeune scène vraiment oui, qui se retrouve dans cet espace magnifique. Un petit peu plus loin, tu crées par exemple une magnifique exposition sur les pour indépendances à base l'histoire, de pour l'histoire. documents, d'affiches. Est-ce que Oui, tu peux nous parler de cette expo? oui, alors donc le lien d'abord, effectivement, organiser cette juxtaposition d'œuvres de grands artistes et puis à côté mettre la sculpture euh, du, du réparateur de vélo du bout de la rue. C'est aussi ça aussi, il faut le dire, hein, ça fait partie quand même de la démarche, ce qui permet à l'environnement d'entrer directement de participer à la démarche. Et à côté de ça, une expo sur l'histoire. L'histoire. J'ai dit tout à l'heure, on ne connaît que trop peu l'histoire de nos pays. Et il s'est passé de si grandes choses dans nos villes, euh, notamment dans le combat qui a mené aux indépendances. Et Saint-Louis, capitale de l'Afrique de l'Ouest jusqu'au début du siècle, capitale du Sénégal, capitale de la Mauritanie, en même temps, pôle d'éducation, a été le berceau des mouvements qui ont mené véritablement aux indépendances. On ne l'a pas suffisamment dit. C'est souvent des intellectuels saint-louisiens ou des ouvriers ou des femmes, beaucoup de femmes saint-louisiennes se sont battues pour les indépendances et je souhaitais mettre ça surtout à la disposition des écoles, des écoliers, Oui. des jeunes écoliers, des jeunes lycéens qui viennent dans ces lieux. Donc, ils vont voir l'exposition sur l'histoire du pays, l'histoire de l'Afrique. Ils vont passer voir des photos anciennes de grand-mère et puis tomber sur une très belle photo de Alunbi en art contemporain moderne. Et ça, voilà, c'est ça la promenade. Et ils vont se retrouver dans Voilà, c'est une démarche décloisonnée qui est Exactement. très intéressante. Après, on va aller vers Et des sculptures, et ouais. on va voir les sculptures de cette dame de Bignona, du sud de la Casamance, qui nous fait des sculptures en terre, etc., etc. Donc, c'est ça la démarche, c'est ça la démarche. Beaucoup de passion dans la réalisation, et même quand j'en parle, beaucoup de passion. Ah oui, vraiment. Oui. Est-ce que tu peux nous parler aussi de l'énergie que tu mets à exhumer aussi? Parce que finalement, on connaît aujourd'hui, il y a un gros coup de projecteur sur la photographie de portrait malienne. Enfin, c'est celle qui Oui, ressort oui, dans je l'activité connais. internationale. Oui. Trop peu la sénégalaise. Et Oui, j'aimerais que tu nous dises quelques mots là-dessus, oui, oui. sur les J'ai précurseurs. été effectivement, j'ai participé, j'ai été à toutes ces grandes expositions à Paris ou ailleurs. Je suis fier de voir cette photographie malienne, Malik Sidibé, Seydou Keïta. Et chaque fois, j'ai été interpellé. J'ai été interpellé d'abord par la beauté des œuvres. Le mouvement de la photographie malienne, c'est un mouvement unique. Ça, c'est indéniable. Et chaque fois que j'ai regardé, j'ai été dans ces grandes expositions, je me suis dit, mais des photos comme ça, moi j'en ai vu dans les malles de grand-mère, dans les vieux albums de ma maman, et je suis allé ressortir tout ça. J'ai ressorti tout ça, et je me suis dit, oui, il faut plonger. Il faut plonger, et il faut les sortir, il faut les montrer au monde, il faut essayer de retrouver l'histoire de chacune de ces photos. Alors l'histoire, c'est quoi? Les plus anciennes ont été prises par quelqu'un qui s'appelait Meïssa Gaye,
Et je lui ai dit, mais Sagaï, à la naissance des premiers grands photographes maliens, il était déjà lui adulte. Donc il avait déjà beaucoup produit, mais il y a très peu d'écrits sur la Revue Noire a fait un papier. Il y a très peu d'écrits sur cet homme, mais Sagaï que moi-même j'ai connu en fin de vie, je l'ai connu à la fin de sa vie, et donc j'ai tenu à ce qu'on parle plus de lui. Et puis d'autres Sénégalais par la suite, les frères Kassé, Amadou Gaye Mix, donc d'autres Sénégalais qui ont fait de la grande photo, mais qui n'ont pas eu cette chance d'être présentés par des spécialistes, d'être présentés au monde par des spécialistes. Alors que les photos existent, elles sont dans les familles. Et donc aujourd'hui, on va fuiner, on va voir les familles de ces mêmes photographes, on va voir, voilà, dans les maisons, dans ces ruines-là, on tombe parfois sur de très belles œuvres que pour ma part, j'ai souhaité présenter au monde. Voilà, voilà. Et alors sur ce fond de photos des précurseurs, toi aujourd'hui, est-ce que tu as une vraie démarche de recherche et d'acquisition, éventuellement comment dire, de documentation, Ouais. pour faire en sorte voilà, que cette génération des précurseurs connaisse le même sort que la photo malienne, peut-être? Une chose, il faut que je sois honnête quand même, la Revue Noire Oui, a commencé un travail déjà il y a oui. déjà quelques 10-20 ans déjà, ils avaient commencé quand même à en parler un peu. Ça n'a pas été approfondi certainement parce que les familles ne sont pas engagées. Et donc, étant de Saint-Louis moi-même, j'ai dû me rapprocher des familles, j'ai échangé avec plusieurs descendants de ces photographes moi-même d'abord, et je participe effectivement à la mise en valeur. Tout le monde est fier de voir sa grand-mère sur une photo. Les Saint-Louisiens sont heureux de ces expositions-là. C'est pour ça que je pense, c'est peut-être qu'on en parlera un jour, je pense aux expositions virtuelles. Les gens qui ont vu les premières photos sur les réseaux disent, mais ça c'est mon arrière-grand-mère, ça c'est ma grand-mère. Donc Et c'est vraiment ouais, il y a ce vraiment un sont des travail, expériences. il y a vraiment un travail à Oui. faire. Je confirme, je confirme. C'est un travail qui se rapproche un peu de ce qui a pu être fait par la Fondation arabe de l'image. Bon, du coup, ça ressort évidemment beaucoup de photographies anonymes. C'est un travail de documentation aussi de la vie quotidienne au début, enfin à la fin du 19e, surtout début 20e. Mais oui, c'est un travail qui peut être fait par les photographes eux-mêmes, les artistes eux-mêmes, qui deviennent des ambassadeurs de cette démarche, en fait, Ouais, auprès de leur propre famille. c'est ça, c'est ça. Oui. Exactement, exactement, j'adhère. Et je suis optimiste, je suis optimiste. Ah, il y a de quoi. Il y a de très belles pièces. Il y a de très belles pièces. Alors justement, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est la dimension narrative de tes projets, c'est ce récit africain qui est à bâtir partout. Au Maroc, c'est tout à fait la même Mhm. chose. En fait, on doit se réapproprier le récit, évidemment, notre propre récit sur nous-mêmes, sur notre vie quotidienne, nos traditions, etc. Mhm. Et à Saint-Louis, j'ai été, moi, subjuguée par un de ces espaces qui est la maison, alors peut-être que je vais pas le nommer correctement, mais la maison de la fiancée. Ah oui, Euh, d'accord, la maison de la fiancée. Est-ce que tu peux nous Oui, parler parce que de ça, ça. pour moi, c'est tout à fait unique Parce quand que même. dès le moment où je me suis lancé dans une dynamique de restauration de maison, le patrimoine chez nous, c'est un patrimoine, certes, il y a ce patrimoine matériel, et il y a le patrimoine immatériel. Le patrimoine Oui. immatériel, toutes ces des belles histoires qu'on nous a racontées ou qu'on a même pu vivre quand on était enfant. Et donc, en restaurant une des maisons, je me suis dit, moi, je vais recréer ces chambres que j'avais vues dans mon enfance. La chambre de la... Alors, une spécificité. À Saint-Louis, l'époux rejoint la famille de l'épouse. Déjà, ça, c'est une particularité de Saint-Louis. Et donc, et l'épouse est préparée, la chambre de l'épouse est préparée et décorée pour recevoir d'abord le fiancé et recevoir celui qui devient par la suite le mari. Et donc, j'ai tenté de recréer ces chambres que j'avais vues avec cette, ces photos qui sont posées sur les murs, qui racontent l'histoire de la famille elle-même, ce qu'on appelle une sorte d'aperçu. On prend tout un mur, sur un mur, à partir de photos avec des cadres tout à fait différents, des photos de tailles différentes, on arrive à raconter la vie, l'histoire d'une famille.
l'histoire de toute une famille, ses convictions religieuses, ses appartenances politiques, tout sur un même mur. Et ça nous permet de mieux connaître la personne à qui on rend visite. Et j'ai tenté de recréer ça dans certaines des maisons, effectivement, avec du mobilier ancien, avec des tissus anciens, etc. Des objets. Des Ah objets, oui. beaucoup d'objets qu'on a finés en récupérant les vieilles maisons. On trouve des merveilles. On trouve des merveilles dans certaines de ces vieilles maisons. Donc voilà, du vieux mobilier. Écoute, moi, pour moi, ça, enfin, en visitant donc tout l'archipel, je dois dire que ça m'a laissé un souvenir tout à fait particulier parce que finalement, avec cette narration, tu as créé une véritable installation d'art contemporain. Pour moi, la chambre de la fiancée, Oui, c'est un projet, ça pourrait être un projet de pavillon dans une biennale d'art contemporain parce que il y a toute cette recréation d'un espace avec évidemment toute l'affect de la famille. C'est vraiment très. Moi, j'ai eu un ressenti proche de ce qu'on voilà, de ce qu'on peut vivre dans des expos d'art contemporain. Donc je, ça m'a beaucoup frappé. je suis très touché. C'est, Je suis très touché. ah ouais, vraiment, c'était unique. Hein. Écoute, Alors du coup, dans cette même idée du partage, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu aussi du Forum de Saint-Louis? Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs la philosophie de ces mais rencontres? c'est Peut-être c'est dans la même, tout ça, c'est dans la même ligne. C'est dans la même ligne. C'est un certain nombre de convictions. C'est une conviction. Nous sommes tenus de vivre ensemble. Il est important pour nous de repenser l'humanité. Et ça, nous le disions avant le Covid. Il est important de repenser l'humanité. Et pour penser l'humanité, il est fondamental aujourd'hui de retourner sur le continent africain, de mieux comprendre le continent africain, son histoire, son organisation. Et je le dis, ce continent peut apporter beaucoup au monde, surtout à ce monde en crise, à ce monde qui se cherche aujourd'hui, à ce monde qui cherche à reconstruire, à repenser une humanité. Et donc, voilà, je me suis dit que le forum de Saint-Louis serait le véhicule, un des véhicules. En tout cas, ce serait ma contribution, moi, à titre personnel, euh, dans le cadre de cette dynamique qui consiste à repenser l'humanité. Et j'ai réuni d'abord une première fois à Saint-Louis 500 personnes venant du monde entier, de grandes personnalités, du monde de l'art, du monde de la politique, du monde des affaires, des personnalités qui se croisaient mais qui n'avaient jamais eu l'occasion de communier, d'échanger ensemble, des religieux, de toutes les religions, tous ensemble, sans protocole aucun, pendant 3 jours. Ils ont tout partagé, ils ont beaucoup discuté, échangé les idées, ils ont partagé les repas, tous les types de nourriture, la nourriture intellectuelle et la nourriture au sens propre du terme. Donc, pendant 3 jours. Et ça a été extraordinaire, extraordinaire pour nous tous. C'est comme ça que ça a été ressenti, c'est ce qui m'a été rapporté en tout cas par les participants. Et nous avons décidé d'en faire une activité annuelle. Et la deuxième édition s'est déroulée à Essaouira. Et j'ai retrouvé en Essaouira cette description que je fais de Saint-Louis, moi je l'ai retrouvée à Essaouira. Et là aussi, belle expérience à Essaouira sur le mieux habiter le monde en intégrant les données environnementales en plus du spirituel. Après Essaouira, nous nous sommes dit, mais nous voulons que l'Afrique apporte quelque chose au monde, mais pour que l'Afrique apporte au monde, l'Afrique ne doit pas être repliée sur elle-même. L'Afrique doit aller vers les autres. Et nous avons choisi Berlin. Pourquoi Berlin? Pour diverses raisons. Berlin, on est au cœur de l'Europe, on est pas à Paris, pas à Londres, donc pas chez nos colonisateurs classiques, mais on est en Allemagne, au cœur de l'Europe. Ça, c'est un facteur. La deuxième motivation, et Samira et Saint-Louis sont dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, et Berlin y est aussi. Nous avons dit oui. Berlin, la symbolique du mur, ce mur qui tombe, on l'a peut-être pas dit, pas suffisamment dit. Saint-Louis, c'est une ville qui est caractérisée par des ponts. C'est une ville où il y a des ponts. Saint-Louis a ces 3 ponts qui mènent à l'île. Donc, en lieu et place des murs, nous venons, nous, avec des ponts. Et puis, le dernier argument,
était qu'il y a 150 ans, c'est à Berlin que le partage du continent africain avait été fait par les puissances coloniales. Nous nous sommes dit, allons tous entre nous, Africains, allons à Berlin pour leur dire qu'ils n'ont pas réussi à nous diviser, que nous sommes soudés, nous sommes forts et ensemble, nous sommes prêts à apporter à l'humanité. Humanité, je le rappelle, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et un de mes amis écrivait que l'Afrique doit apprendre à oublier tout ça et se souvenir d'une chose, que c'est le continent, c'est l'aîné, et que l'Afrique doit encore donner, accepter de donner, beaucoup donner à l'humanité. Et c'est ça l'esprit du forum de Saint-Louis. Interpeller les Africains d'abord pour qu'on travaille ensemble, qu'on collabore et qu'on prenne conscience du fait qu'on doit apporter au monde, interpeller le monde, interpeller l'humanité en disant apprenez à écouter l'Afrique, venez apprendre de l'Afrique. Voilà. Bah, écoute, c'est magnifique. C'est ça le En tout forum, cas, c'est ça le forum. ouais, Voilà. c'est le forum de Saint-Louis. Ouais. Mais écoute, je te remercie beaucoup, Amadou. C'est une belle conclusion que tu viens d'apporter à notre conversation. Je te remercie et voilà, je te revois, j'espère bientôt. Je ne sais pas quels sont tes projets. On a beaucoup de mal tous à nourrir des projets là en ce moment. Je ne sais pas, est-ce que tu avais prévu Je sais pas, mais comme beaucoup de monde, j'ai entendu beaucoup de personnes me dire que l'on ouvre les frontières, la première destination, ce sera le Maroc. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que tout le monde dit actuellement. Voilà. Eh bien, on vous attend de pied ferme en tout cas, de pied ferme. Le Carrefour, le pays Carrefour. Merci beaucoup. Merci, Merci Amadou. merci à toi. Merci.